Alors, donc, la CGT et le temps de travail, je vais laisser la parole à Alain. Oui, ben, bonjour à toutes et tous. Donc, Alain Dervieux, donc, ancien ingénieur de Thales dans l'Essonne, à Limours en fait. Voilà. Donc, pour ceux qui suivent la CGT, qui connaissent un peu l'histoire syndicale, vous savez que la CGT a depuis quasiment sa création lutté pour la réduction du temps de travail. Alors, au début du XXe siècle, on parlait des 8 heures de travail. Voilà, donc c'était vraiment quelque chose qui était essentiel. Bon, aujourd'hui, on est passé par les 35 heures. Maintenant, on est même venu aux 32 heures et aux 200 jours pour les forfaits jours. Et bon, ce qui est important, c'est qu'historiquement aussi, lorsqu'on a obtenu comme les 8 heures de travail en 1919, ça a été euh, que pour les catégories, on va dire, ouvrières et employées, mais les cadres étaient exclus de ces mesures. Donc, les cadres ont toujours une relation assez difficile avec le temps de travail et son décompte. Voilà. Alors ensuite, Agathe, si tu peux passer. Voilà, donc en fait, on va vous présenter des dates importantes très rapidement, hein. L'idée, c'est de laisser du temps au débat après, donc on va vraiment juste vous balayer pour donner un petit peu de culture syndicale à ceux qui ne connaissent pas. Après, on vous présentera des repères juridiques afin que vous compreniez bien comment c'est encadré aujourd'hui le forfait jour dans le Code du travail et les différents accords. Et puis quelques chiffres pour illustrer comment ça se passe aujourd'hui dans les entreprises en France. Donc les 7 dates. Alors, on va commencer les années 90, en fait, hein. Il y a eu des grosses mobilisations qui ont commencé à se faire sur des salariés, alors surtout des cadres, mais aussi des techniciens qui se plaignaient de temps de travail excessif. Et ça a conduit derrière à des mesures, il y a eu des actions faites par des syndicats, dont en particulier la CGT, où des heures supplémentaires des cadres, qui étaient des heures non payées en fait, ont été dénoncées par des syndicats. Il y a eu différentes actions qui ont été faites. Thomson, par exemple, Thomson RCM à l'époque, hein, dans les Yvelines, ils ont même été avec huissiers compter les voitures sur le parking le soir, faire des relevés de présence dans l'entreprise le soir. Et ça a été amené à envoyer le PDG au tribunal. Moi, je peux dire, à l'époque, j'étais jeune ingénieur à Thales, Thomson plutôt. On nous disait, vous vous rendez compte, notre PDG, il a été envoyé au tribunal entre une prostituée et un cambrioleur, quoi. Voilà, donc c'était très mal perçu que la direction de l'entreprise soit au tribunal et qui a été condamné d'ailleurs à payer toutes les heures non déclarées. Donc les heures supplémentaires non déclarées ont été payées et majorées. Voilà, donc ça a fait après un grand chambardement et ça a servi un peu de premier coin dans la porte pour gagner des droits dans les entreprises. Voilà, donc derrière voilà, donc il y a eu aussi la presse s'en est emparée, hein, donc dans les années 99-2000, ça a commencé à faire pas mal de buzz. Ce qui est à noter, c'est que quasiment dès le début, la CGC, qui était vraiment que chez les cadres, a aussi soutenu ces démarches et était dans l'action avec nous pour demander à ce que le temps de travail des cadres soit mesuré, encadré et éviter les dérives que l'on observait. Voilà. Ensuite, donc là, il y a même eu des manifestations. Alors moi, j'en ai participé à l'époque, hein, à certaines manifestations qui étaient magnifiques, hein. On était tous mélangés. Il y avait les rouges côté CGT, tous les blancs côté CGC, beaucoup de musique, beaucoup de monde, hein, dans Paris. J'ai fait le Panthéon, on a fait des rassemblements à l'Assemblée nationale. Voilà, c'était quelque chose d'intersyndical qui avait bien marché à l'époque. Déjà à l'époque, on peut regretter que la CFDT n'était pas du tout sur cette approche et pour elle, c'était pas un problème. Le temps de travail des cadres, c'est presque open bar, hein, c'est sans limite. Donc voilà. Vous voyez, ce qu'on vit aujourd'hui, je crois que c'est historiquement, il y a maintenant, c'était déjà comme ça. Voilà. Après, donc, vous le savez, la loi sur 35 heures a fait l'objet d'une deuxième loi Aubry 2 en 2000, qui justement a réglementé, on va dire, le temps de travail des cadres, mais en introduisant le forfait jour, hein. Je crois que c'est ça. Agathe, s'il te plaît. Voilà. Alors, à l'époque, surprenant, hein, mais Roselyne Bachelot, qui était quand même un peu impliquée sur les sujets sociétaux divers et variés, s'est affichée, alors elle ne s'est pas affichée que la carte CGT, mais sa déclaration par rapport à cet amendement qui avait été mis, vous voyez, elle a déclaré que l'amendement qu'elle défendait proposait de réintroduire une limitation au nombre d'heures, aux 48 heures par semaine pour les cadres, parce qu'elle trouvait inadmissible que les cadres n'aient pas aujourd'hui cette limite. Donc, c'est quelque chose qui a pu être passé à l'époque, heureusement, hein, parce que le forfait jour au départ, quand même, amenait vraiment du travail sans aucun contrôle et sans aucune limite, ce qui était effectivement pas acceptable par rapport aux droits sociaux globalement en France et même en Europe. Alors, suite à ça, donc on a quand même un forfait jour qui est sorti, encadré un petit peu avec quelques limites.
Et dès 2001, en fait, la CGT et la CGC sont allés conjointement auprès du Comité européen des droits sociaux. Alors, c'est un comité européen qui donne des recommandations, qui statue sur des choses qui se passent dans les nations, dans les pays, mais qui ne peut pas, il n'a pas de pouvoir coercitif, qui ne peut pas obliger les États à appliquer. Par contre, il a quand même condamné la France par 4 fois, donc la première fois en 2001, en disant que le forfait jour où il n'y avait pas de décompte et de salaire, de rémunération lié au temps de travail, parce que normalement on est quand même payé lié au temps de travail, hein. Quelqu'un qui a temps partiel n'est pas payé pareil que quelqu'un à temps plein. Bon, un cadre qui bosserait 60 heures, pourquoi serait-il payé pareil qu'un cadre qui bosserait 40 heures? Voilà. Donc ça a été condamné en première fois en 2001. Ensuite, on a Il y a eu... eu, Vas-y. effectivement, donc Alain, tu disais 4 condamnations, mais il y en a en fait 5, puisque la dernière qu'on a obtenue, c'est en 2021, là aussi aux côtés de la CGC. Donc plusieurs condamnations, 5 en tout en 2001, 2 en 2004, une en 2010, et la dernière donc en 2021, effectivement. Euh, Peut-être je poursuis, mais juste pour faire le lien aussi avec l'amendement qui avait été déposé par Roselyne Bachelot. Cette référence aux 48 heures, c'est une référence en fait à des textes européens. On y reviendra après, à une directive européenne qui date des années de la fin des années 90 et des années 2000. Et c'est notamment au titre de cet attachement au droit européen que Roselyne Bachelot a défendu que s'applique la limitation des 48 heures, puisqu'on y reviendra, le forfait jour n'est pas concerné par cette limitation aujourd'hui en France et est même exclu explicitement dans le Code du travail le respect de ces 48 heures. La quatrième date qu'on a voulu mettre en lumière, c'est celle de 2005, puisque assez vite, en fait, les textes de loi commencent à étendre le forfait jour à des plus grandes proportions du salariat. Au départ, n'étaient ciblés que les cadres autonomes, et puis progressivement sont ciblés d'autres catégories de salariés qui ont des éléments d'autonomie dans leur travail. On reviendra sur les critères des salariés qui sont concernés par le forfait jour. En 2011, il y a une série en fait de décisions de la Cour de cassation. Donc, qu'est-ce que la Cour de cassation? C'est en fait, c'est le niveau de cassation. Bon, je n'explique pas très bien ce qui se passe, mais en fait, quand vous saisissez un tribunal, vous allez ensuite en appel, et pour juger le droit, c'est-à-dire comprendre comment on interprète le droit au-delà juste des faits d'espèce, c'est-à-dire de la situation précise du salarié ou de l'accord d'entreprise, eh ben, on demande une interprétation à ce qu'on appelle la Cour de cassation. Et la Cour de cassation s'est prononcée à plusieurs reprises en 2011 sur des accords collectifs sur le forfait jour, et plus particulièrement sur des conventions collectives, y compris celle de la métallurgie, et à ce moment-là a fait tomber un certain nombre d'accords sur le forfait jour qui étaient insuffisamment sécurisants pour les salariés parce qu'ils ne respectaient pas un certain nombre de principes, notamment du droit européen, la question de la charge de travail raisonnable. C'est pour ça qu'on vous a posé la question au début, et notamment du contrôle de cette charge de travail. 2016, c'est les suites de 2011 et de ces accords collectifs qui tombent sur les forfaits jours, puisque à ce moment-là, le gouvernement choisit de sécuriser le patronat en inscrivant dans la loi en fait des éléments pour récupérer, sauver les accords qui pouvaient éventuellement ne pas être raccord avec la jurisprudence de la Cour de cassation et avec le droit européen. En 2016, il y a aussi un autre événement qui se produit et je pense que c'est aussi en lien avec votre établissement. C'est pas sans lien pour moi, puisque vous êtes un EPIC et vous êtes très lié à ce qui se joue en fait dans la fonction publique, notamment dans la fonction publique d'État. Mais en 2016 est publié le rapport Laurent sur le temps de travail des fonctionnaires, qui donne un certain nombre de conclusions. Et parmi ces conclusions, il y a la nécessité pour Laurent, ce monsieur qui a écrit ce rapport, ce parlementaire, la nécessité d'étendre le forfait jour dans la fonction publique, dans ces 3 versants, État, hospitalière et territorial. Voilà pour les différentes dates, les 7 dates qui me semblent importantes pour rappeler d'où vient le forfait jour et où on en est aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que le forfait jour d'un point de vue juridique? Voici 5 points rapides pour expliquer quel est le cadre qui s'applique. D'abord, donc vous l'avez peut-être compris, le forfait jour consiste en un décompte du temps de travail, non plus en heures, puisque c'est en heures qu'on décompte le temps de travail et qu'on le rémunère, mais cette fois-ci en jours et en demi-journée. Hop. Quel est le deuxième élément important à retenir sur le cadre juridique qui s'applique au forfait jour? C'est le double accord. Le double accord, d'abord au niveau collectif. Il faut un accord collectif qui régit le forfait jour dans l'entreprise. Ça peut être un accord de branche ou un accord d'entreprise, ou les deux. Et il faut un accord du salarié.
Pourquoi c'est important? Donc l'accord du salarié, il se fait par ce qu'on appelle une convention individuelle de forfait jour. C'est ce qui se passe aujourd'hui pour les millions de salariés qui sont concernés par le forfait jour. Ils signent une convention qui définit les conditions dans lesquelles s'applique le forfait jour pour eux, pour leur situation individuelle. Donc l'accord se fait au niveau de la branche et ou au niveau de l'entreprise. Pourquoi c'est important de rappeler ces différents niveaux? Parce qu'il y a en ce qui concerne la matière du forfait jour, une primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche. Donc même si l'accord de branche est plus protecteur que votre accord d'entreprise, il ne s'appliquera pas, d'où l'enjeu d'influencer le contenu du rapport de l'accord qui est signé dans l'entreprise. Le troisième point important à noter, c'est que le forfait jour concerne une catégorie précise de salariés, des catégories précises de salariés. Il y en a deux. Donc, les cadres qui sont définis explicitement dans le Code du travail. Donc, il faut avoir le statut cadre, une autonomie et ne pas avoir d'horaire collectif. Et puis, d'autres salariés sans critère de catégorie, mais qui eux aussi ont ce même critère d'autonomie et une durée du travail qui ne peut pas être déterminée. Pour la CGT, c'est quand même dangereux parce que c'est des catégories qui sont très, très floues et surtout, elles définissent pas explicitement cette question de la durée du travail qui ne peut être déterminée. Enfin, en l'occurrence, ça l'a défini et pour nous, on en tire une définition très claire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des injonctions d'être présent à certaines heures dans l'entreprise pour dans le cadre de l'organisation collective du travail, pour la CGT, on n'est plus soumis à une autonomie et à l'absence et à une durée du travail qui n'est pas déterminée. Pour nous, pour l'UGIC CGT, la vraie définition de ce qui pourrait des salariés qui pourraient être soumis au forfait jour, c'est d'avoir effectivement une autonomie réelle, mais c'est quelque chose qui doit se mesurer concrètement dans le travail. C'est le fait de ne pas avoir d'horaire prédéterminé et c'est surtout le fait de ne pas avoir de contraintes liées à l'horaire collectif qui est appliqué dans l'équipe de travail. Le quatrième point important à retenir sur le cadre juridique du forfait jour, c'est que c'est globalement un cadre qui est assez flou. Là, je voulais expliquer sur les salariés qui sont concernés. On voit bien que ça peut aller. On a aujourd'hui des salariés qui ne sont pas cadres et qui sont couverts par le forfait jour. 12% des salariés qui sont au forfait jour sont des catégories professions intermédiaires et techniciennes. Et il y a aussi des ouvriers aujourd'hui et des employés qui sont au forfait jour, ce qui est très grave au vu du niveau de responsabilité qu'ont ces salariés-là, mais il y a aujourd'hui des salariés d'exécution qui sont aussi concernés. Donc le cadre est globalement assez flou, mais il nous donne quand même quelques indices. Donc la question de la charge de travail raisonnable fait partie du cadre qui protège les salariés au forfait jour. C'est pas parce que vous êtes au forfait et qu'on ne décompte plus vos horaires en heures de travail, mais en jours, que votre charge de travail doit exploser. C'est pour ça qu'on vous a posé la question du caractère déraisonnable ou non de votre charge de travail. Et ce qu'on voit, c'est que vous êtes quand même nombreux à dire que vous considérez aujourd'hui que votre charge de travail est déraisonnable. Le deuxième élément qui est important dans le cadre et qui protège la santé et la sécurité des salariés qui sont au forfait jour, c'est le fait qu'il y ait une bonne répartition du travail dans le temps. Le troisième élément, c'est la garantie d'un droit à la déconnexion. Donc pour ça, il faut qu'il y ait soit un accord ad hoc sur le droit à la déconnexion dans l'entreprise, soit une définition du droit à la déconnexion dans l'accord sur le forfait jour. Là encore, le droit à la déconnexion, pour l'UGIC CGT, c'est toujours quelque chose qui doit se matérialiser par des droits concrets. C'est pas uniquement un vœu pieux, le droit à la déconnexion, il faut que ça se matérialise concrètement dans le cadre de l'organisation du travail. Il y a de fait, et c'est ce qu'on retient du cadre juridique sur le forfait jour, des failles béantes aujourd'hui, malheureusement, pour les salariés qui sont couverts. D'abord, le fait que les durées maximales ne s'appliquent pas, et ça c'est écrit explicitement dans le Code du travail, ni la durée maximale de 10 heures, ni celle de 48 heures, ni celle de 44 heures sur 12 semaines. Et il n'y a plus évidemment de durée légale, puisque la durée est comptabilisée en jours sur l'année. Alors, il nous reste, tout n'est pas perdu, et on s'appuie notamment quand on mène des luttes dans les entreprises sur le forfait jour auprès des salariés ou collectivement, on s'appuie notamment sur un point d'appui très important qui est cette fameuse directive dont je vous ai parlé, la directive de l'Union européenne sur le temps de travail qui a été codifiée en 2003 et du coup qui s'applique au droit du travail français. Cette directive, elle dit plusieurs choses. Elle dit que la durée quotidienne maximale de travail, elle est de 10 heures et par conséquent, il faut comptabiliser ces 10 heures de travail maximales. Elle dit aussi que la durée hebdomadaire maximale absolue, elle est de 48 heures
hebdomadaire. Et là, on voit que sur ces deux durées, elles ne s'appliquent pas aux salariés au forfait jour. Il y a une troisième durée qui est importante à retenir, c'est que sur 12 semaines, vous n'êtes pas censé travailler plus de 44 heures en moyenne sur la semaine. Voilà. La directive dit autre chose. Elle dit qu'on a des durées de repos quotidiens minimales. Elles sont de 11 heures entre 2 jours de travail et de 35 heures sur la semaine, on bénéficie toutes et tous d'un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel on ajoute les fameuses 11 heures du dernier jour, souvent le vendredi, ce qui nous donne au moins 35 heures de repos hebdomadaire pour l'ensemble des salariés. Pour ce qui est des salariés au forfait jour, ne s'appliquent que les limites que je vous ai présentées qui sont en rouge, c'est-à-dire les repos hebdo, mais qui doivent du coup être décomptés. Il faut que l'employeur puisse faire la preuve que ce repos hebdomadaire est bien respecté. Donc, quels sont nos droits pour récapituler quand même au forfait jour? Le droit au repos s'applique évidemment toujours aux salariés au forfait jour, et puis le droit général à la santé, à la prévention et à la protection de la santé au travail. Le droit à la déconnexion, un droit au suivi régulier de sa charge de travail et un droit à bénéficier d'une rémunération en rapport avec ses responsabilités. Comme le disait Alain au début, le salaire, c'est un rapport entre le niveau de qualification et le temps de travail qu'on y consacre. Et si le salaire au taux horaire, sur l'ensemble de l'année, est insuffisant, notamment parce que vous travaillez beaucoup, y compris soit parce que vous êtes faire des heures supplémentaires, soit parce que vous êtes au forfait jour, les juges considèrent que ce n'est pas juste et donc que vous ne devez plus être au forfait jour. Voilà pour les droits et maintenant les conséquences, un peu ce qu'on observe aujourd'hui dans le monde du travail en lien avec le forfait jour en 7 chiffres. Le premier chiffre, c'est 15%. Aujourd'hui, il y a 15% du salariat qui est concerné par le forfait jour. C'est énorme et ça a beaucoup augmenté. On était à 4% au début des années 2000 quand les dispositions entrent dans le Code du travail. Ça augmente pourquoi? Notamment parce que les populations cadres augmentent beaucoup. Et c'est justement dans ces populations qu'on compte une grosse part du forfait jour, puisque 48% des cadres aujourd'hui sont au forfait jour parmi les salariés du privé. Le troisième chiffre, c'est 20%. 20% aujourd'hui des salariés des entreprises de plus de 500 salariés, et il me semble que c'est votre cas à l'ONERA, puisque vous êtes 2000, sont concernés par le forfait jour. Le quatrième chiffre qui était important pour nous à retenir, c'est que les salariés qui sont au forfait jour travaillent en moyenne 44h30 par semaine, contre 39 heures hebdomadaires pour les salariés qui ne sont pas au forfait jour. C'est quand même très important. Le forfait jour induit une hausse du travail hebdomadaire. Un autre chiffre qui est important, qui est aussi en lien avec votre statut particulier, c'est le fait qu'aujourd'hui, 13% des agents de la fonction publique d'État sont au forfait jour et ils travaillent en moyenne 43h30 par semaine contre 39 heures en moyenne pour les agents de la fonction publique d'État qui ne sont pas au forfait jour. Le sixième chiffre, c'est 200 heures. 200 heures, c'est quoi? Ce sont les heures excédentaires qui sont faites par les cadres au forfait jour tous les ans par rapport aux cadres qui sont au régime horaire et donc qui ont des heures supplémentaires. En gros, les cadres au forfait jour travaillent 200 heures en moyenne de plus que les autres par an. Et on a fait un petit calcul de coin de table à l'UGICT pour savoir ce que ça représente en équivalent temps plein de cadres dans le pays, ces 200 heures excédentaires induites par le forfait jour. Et ça représente 300 000 ETP de cadres à 35 heures. Et 300 000, c'est aussi le chiffre aujourd'hui du chômage des cadres en France. Donc on se dit qu'on a une petite idée à l'UJCGT, vous verrez le lien, pour résorber le chômage des cadres en France. Ça pourrait jouer notamment sur l'encadrement beaucoup plus strict du forfait jour. Alors, voilà pour les données générales sur le forfait jour, mais on y reviendra notamment dans les questions-réponses tout à l'heure. N'hésitez pas à poser vos questions. Quelles sont les perspectives pour le temps de travail des ingés, cadres et techniciennes dans la période actuelle? Alors, on a posé la question à l'UGICT, on fait tous les ans des sondages auprès des cadres et des professions techniciennes et intermédiaires pour prendre le pouls de leur état d'esprit, savoir comment ils et elles se sentent au travail. Et cette année, en 2023, on a posé des questions très spécifiques sur le temps de travail et sur l'aspiration à la réduction du temps de travail des ingénieurs, cadres et techniciens. Et on voit que les résultats rejoignent un peu ceux que vous nous avez donnés tout à l'heure dans le sondage. Que nous disent ces sondages? Ils nous disent que la moitié des cadres et des professions intermédiaires sont aujourd'hui favorables à une réduction de leur temps de travail.
Et pour 80% d'entre eux, ce serait par la semaine de 4 jours. Pourquoi la plupart des cadres et des professions intermédiaires souhaitent réduire leur temps de travail? Pour les 3 quarts d'entre eux, c'est pour avoir du temps pour eux, pour pouvoir le consacrer à leurs loisirs, mais aussi à leur famille, à leurs proches. Quand on leur demande quelles sont les conditions qui permettraient pour eux la réduction du temps de travail, pour 8 personnes sur 10, c'est le maintien du salaire qui est la condition sine qua non à la réduction du temps de travail. Et ça rejoint les résultats que vous nous avez donnés tout à l'heure dans le sondage. Et puis vient le critère, enfin la condition des embauches supplémentaires. Et c'est particulièrement vrai pour les personnes qui ont connu le passage aux 35 heures, qui dans beaucoup d'entreprises et d'administrations n'ont pas donné lieu à des embauches supplémentaires et donc ont conduit à une augmentation, à une intensification du travail pour les salariés qui restaient. Le dernier enseignement qu'on tire de ces sondages et qui n'est pas des moindres pour la CGT, c'est que 1/3 des cadres et des professions intermédiaires sont prêts à se syndiquer pour obtenir la réduction du temps de travail. Donc évidemment, à la fin de cette réunion, on vous invitera à rejoindre la CGT. On a publié ces sondages, je vous montre ces 2 photos, mais on a publié ces sondages à La Défense en septembre 2023. Donc, il y avait eu un meeting avec Sophie Binet qui avait évoqué cette aspiration des cadres et des professions intermédiaires à voir leur temps de travail réduit. Et on a déployé cette grande bâche « Travailler moins et vivre mieux » sur les marches de l'esplanade de La Défense. Donc, quelles sont les revendications CGT en matière de temps de travail? Alain les a évoquées un petit peu plus tôt, mais c'est évidemment la réduction du temps de travail, notamment par le passage aux 32 heures et la mise en place de la semaine de 4 jours. Pourquoi on parle aussi de la semaine de 4 jours? Parce que, comme l'a dit Alain, historiquement, les réductions du temps de travail, quand elles se font en heures, elles ne bénéficient pas généralement aux cadres et aux professions intermédiaires qui, eux, voient leur temps de travail s'intensifier. Donc, pour la plupart d'entre eux, c'est pas pour rien qui sont plutôt favorables à une réduction du temps de travail en jours plutôt qu'en heures, parce que pour eux, ils le sentiront plus, ils auront plus accès à du temps de repos additionnel. Pour les salariés qui sont au forfait jour, ça induit une réduction du nombre de jours travaillés dans l'année, avec un passage à 182 jours, mais aussi un encadrement du forfait jour beaucoup plus strict. C'est ça qu'on revendique à l'UGIC depuis le début des débats sur le forfait jour. C'est un décompte véritable du temps de travail, avec du coup une rémunération qui soit associée à ce décompte du temps de travail, pour que véritablement la rémunération augmente selon le nombre d'heures travaillées en plus. Le respect, évidemment, des durées maximales. Il n'est pas normal que la France ne respecte pas la directive européenne sur les 48 heures hebdomadaires et les 10 heures quotidiennes. De véritables garanties sur la liberté et l'autonomie dans l'organisation du travail des salariés au forfait jour. Et puis, comme je le disais, une rémunération des heures travaillées en lien avec la qualification. Pour gagner tout ça, à l'UXCGT, on a lancé une campagne sur la réduction du temps de travail des ingé cadres et techniciens. Et je vous montre les affiches qu'on a faites dans ce contexte-là. Et notamment cette petite blague, je dénonce Alain, mais c'est lui qui l'a trouvée. Tu es cadre au forfait jour-nuit, donc tu dois travailler évidemment jusqu'à 22h, 23h, et le samedi, le dimanche, pendant tes congés. Donc on a essayé d'utiliser un ton un peu humoristique, mais qui soulève des vraies questions de fond sur la santé-sécurité des cadres et des ingénieurs qui sont aujourd'hui au forfait jour et qui ont des heures de travail qui augmentent.